Dans l'épisode du podcast Kuboka aujourd'hui, le journaliste, écrivain et chercheur français Patrick de Saint-Exupéry nous parle de son livre La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique. L'auteur explique comment le gouvernement génocidaire a franchi la frontière de l'ex-Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec la population civile ainsi que de militaires armés. L'auteur parle également de la théorie du double génocide depuis son apparition, quelques mois après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Plusieurs décennies après ce génocide, beaucoup de choses se disent, et notamment la théorie du double génocide qui ne cesse d'accroître et surtout d'être mise en avant. Mais on va comprendre d'où vient cette théorie, mais qui sont les personnes derrière cette double théorie, mais comment interroger les personnes qui ont vécu cette histoire, qui ont écrit. Ils ont également fait de la recherche là-dessus. Très heureux d'être rejoint par le journaliste, écrivain, chercheur Patrick de Saint-Exupéry. Patrick, connu pour son franc-parler, il ne marche pas en tout cas avec sa langue dans la poche. Il a connu des zones de conflit au niveau de la région de Grand Lac. Il a également voyagé vers le Moyen-Orient où il a couvert certains conflits dans cette partie du monde. Mais nous sommes avec Patrick de Saint-Exupéry pour la publication de son ouvrage La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique. C'est donc Patrick de Saint-Exupéry, c'est un ouvrage qui revient sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, mais pas que sur la partie du Rwanda. C'est un ouvrage qui a la particularité de traverser la région des Grands Lacs où on dit ce qui s'est passé au Rwanda s'est exporté dans la région des Grands Lacs. Patrick, ça fait plusieurs décennies que vous avez déjà écrit sur le Rwanda, notamment vous avez écrit L'Inavouable et également l'autre tome qui est apparu, Les complices de l'Inavouable. Aujourd'hui, on s'est dit, Patrick qui revient encore sur le Rwanda, mais La Traversée, cet ouvrage, on se dit, Patrick réécrit l'histoire ou pourquoi revenir sur le chemin que déjà vous avez parcouru, que vous connaissiez déjà? Est-ce que c'est une manière de se remettre en cause plusieurs années après, de se dire, est-ce que peut-être y a-t-il des choses que j'ai omises? D'abord, ce n'est pas tout à fait réécrire l'histoire. C'est pourquoi poursuivre l'histoire. Pourquoi ne pas s'arrêter à un moment donné? Et en fait, on voit bien qu'il y a plusieurs étapes qui se franchissent peu à peu. La première étape, qui était quand même essentielle, c'était de passer à la dénomination précise des événements au Rwanda. Et elle a mis beaucoup de temps avant qu'on arrive à poser que l'événement en 1994 au Rwanda est le génocide des Tutsis. Il a déjà fallu énormément de temps. Mais une fois que ça a été posé, ça a entraîné un deuxième discours qui s'est construit. D'accord, il y a eu le génocide des Tutsis, mais il y en a eu un deuxième. Il y en a eu un deuxième. Et c'est à ce moment-là que les choses basculent et que l'on arrive au deuxième génocide. Alors cette théorie du deuxième génocide, du double génocide, moi je l'ai vu apparaître en novembre 1994, donc quelques mois après la fin du génocide des Tutsis, lors d'un sommet France-Afrique où François Mitterrand, le chef de l'État français à l'époque, parle des génocides. Et je lui pose la question, mais... C'est du fameux sommet de Biarritz. Absolument. Avec notamment la participation de l'ex-président Mobutu, qui était un des grands invités, en tout cas, du sommet. C'était même l'invité d'honneur à l'époque, en novembre 1994, à ce sommet de Biarritz.
le maréchal Mobutu était l'invité d'honneur. Il s'agissait de réhabiliter la figure de Mobutu sur la scène internationale. Et Paris parrainait le retour de Mobutu sur la scène. Et dans ce cadre-là, le Rwanda n'avait pas été invité. Les nouvelles autorités rwandaises n'avaient pas été invitées. Et François Mitterrand fait un discours de clôture un peu de ce sommet. Et dans la mention écrite de ce discours, il parle des génocides. Au pluriel. Au pluriel. Et à l'oral, il dit le génocide. Et donc, j'interroge le président français. Je lui demande, Monsieur le Président, quelle est la bonne version? Les génocides ou le génocide? Et François Mitterrand a énormément de difficultés à répondre. Il commence à répondre une première fois, il n'arrive pas à élaborer sa réponse. Puis il fait une deuxième tentative, une troisième, et à la quatrième tentative, il dit, mais pourquoi vous pensez que le génocide s'arrêtait après la victoire des Tutsis? Et quelle était la nature du génocide? Est-ce que c'était un génocide des Hutus contre les Tutsis ou des Tutsis contre le Hutu? Et on voit à ce moment-là le chef de l'État français, en personne, introduire cette théorie du double génocide. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'à l'époque, rien ne permet de poser cette théorie. Il n'y a pas de fait. Et donc, dans le premier ouvrage que je vais consacrer au Rwanda, qui s'appelle L'Inavouable, que vous avez cité, cette théorie du double génocide, je vais en faire mention, mais en quelques lignes. En tout cas, vous n'allez pas au-delà de quelques lignes. Vous n'avez pas voulu aller très loin. Déjà, pourquoi? Parce que il faut déjà rappeler les faits. Vous avez découvert le Rwanda au début des années 90. Déjà, c'était à l'époque où le FPR Inkotanyi venait de lancer la bataille sur la guerre de libération venait de débuter. Vous étiez parmi les personnes qui connaissaient, qui comprenaient les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous êtes ensuite revenu au Rwanda en plein génocide au mois de mai, dans des conditions particulières. Déjà, quand vous entendez le chef de l'État français avec déjà tous les soupçons, toutes les accusations qui pesaient sur la France et sa présidence, comment vous vous êtes senti déjà? J'étais très mal à l'aise, et c'est pour ça que j'en parle en quelques lignes de cette théorie que pose François Mitterrand du double génocide, pour dire en gros qu'en quelques lignes, je dis que c'est complètement farfelu, et que ça ne mérite pas de s'y attarder, parce qu'aucun élément ne va à l'appui de cela. Donc j'assiste à la construction de quelque chose de complètement artificiel, et je dis simplement c'est artificiel, revenons aux faits. Regardons ce qu'il s'est passé. Et donc, dans ce premier ouvrage, je reviens un petit peu sur toute l'expérience accumulée, les histoires accumulées, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté au Rwanda de 90, où j'étais présent, comme vous l'avez mentionné, à 93, où je suis revenu au Rwanda en 93, pendant le génocide en 94, pendant l'opération turquoise, où j'étais présent, et toutes les discussions et les questions qui se posaient. Voilà. Mais ce qui est frappant, néanmoins, c'est que le génocide s'est à peine terminé, que déjà le chef de l'État français introduit cette théorie du double génocide. Et cette théorie du double génocide est une forme de négation du génocide. Ce n'est pas une forme directe, parce que la première négation la plus directe, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de génocide des Tutsis. Mais c'est une négation indirecte, en ce sens qu'elle permet de renverser les rôles, ou en tout cas de les mettre à égalité. Elle permet de transformer les victimes en bourreaux et les bourreaux en victimes. Et de jouer avec les plateaux de la balance, de tout rendre confus. Et c'était le propos de François Mitterrand. Il s'agissait de rendre l'événement de 1994 totalement confus. Totalement confus, mais en parlant déjà des génocides, était-il une façon de... c'est ce déni qui continue ou qui naissait déjà à l'époque avec ses propos, ou c'était également une autre façon de se dédouaner de ce qui venait de se passer au Rwanda? Les deux. C'est une façon de se dédouaner et c'est aussi le début du déni. Le déni permet de se dédouaner. Vous savez,
c'est comme vous avez un poisson dans une mare et puis vous remuez l'eau tout autour. Et puis l'eau devient trouble et on ne voit plus rien. Et vraiment, on ne voit plus rien. On ne voit plus l'objet au milieu de la mare. C'est exactement ce que fait François Mitterrand avec cette théorie du double génocide. Il remuait l'eau. Et plus personne ne voit rien. Plus personne ne comprend rien. Et ce qui est absolument paradoxal. Moins on voit les responsabilités, moins on reconnaît les responsabilités des uns des autres. Ben oui, évidemment, plus on obscurcit les choses, plus on les rend complexes, plus on introduit de variables, plus on vient sous-entendre que oui, mais c'est pas tout à fait ça parce que ça pourrait, et puis aussi et ceci et cela, eh ben, les choses deviennent incompréhensibles. Et c'était l'objet affiché, enfin pas affiché, mais c'était l'objet du propos de François Mitterrand. Et ce propos-là va être repris et amplifié pendant des années et des années. Déjà parce qu'on parle du Zaïre, nous sommes, vous parlez de 94 au mois de novembre, c'est le sommet France-Afrique, mais quelques mois auparavant, c'était vers le mois de juillet, vous parlez de 2 millions de personnes qui traversent vers la RDC ou l'ex-Zaïre, la partie est notamment à Goma, avec la population civile, mais également c'est tout un mélange des hommes armés avec tous les attributs de l'État qu'on a vus. Vous vous êtes dit, vous vous êtes redouté, vous avez senti que ce qui venait de se passer comme génocide avec la traversée, quelque part déjà dans votre narration, vous voyez quelque chose de pire ou d'encore tranchant arriver devant? Ce que je constate à ce moment-là, c'est... J'ai vu le génocide. Je suis, sans le faire exprès, en partie rentré dans ce monde du génocide. Et je ne l'ai pas fait exprès. Mais je dis en partie, parce que je ne suis pas rwandais. Donc j'avais un pied dans ce monde du génocide, et puis aussi un pied dans mon monde à moi, quoi, le pays où je vis, enfin voilà. Donc j'étais dans une drôle de position, vous voyez, une position un peu compliquée à tenir, un peu instable, parce que vous avez un pied dans chaque monde. Et ces deux mondes, le monde de la normalité et le monde du génocide, sont deux mondes inconciliables. Parce que le monde du génocide, c'est un monde extrêmement logique. Si on accepte un certain nombre de postulats, après, tout devient logique. Mais dans le monde de la normalité, le monde du génocide apparaît comme une folie. Alors que tout est logique dans cet univers du génocide. Et lorsque apparaissent les camps, lorsqu'arrivent les camps, moi je suis frappé parce que je vois tous les regards se déplacer du Rwanda, où vient de se dérouler le génocide. Il se poursuit même encore un peu, et tous les regards du monde se déplacent du Rwanda au camp, à Goma. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de parole au Rwanda. Il y a très peu de témoins. Il y a très peu de gens qui racontent. C'est un pays vide. Vide. Les maisons n'ont plus de toit, il n'y a plus de voitures à l'époque, il n'y a plus de machines à écrire, il n'y a plus rien, quoi. Les gens qui sont partis dans les camps ont transporté le pays. C'est 2 millions de personnes, c'est une estimation parce qu'on n'a pas de chiffre précis, mais c'est autour de 2 millions de personnes. Et ces 2 millions de personnes qui ont fui vers le Zaïre, à l'époque le Congo, aujourd'hui, sont partis en emportant littéralement le pays. Et ces 2 millions de personnes parlent. Et oui, elles sont vivantes, elles parlent. Et à côté, au Rwanda, il reste encore des personnes qui sont vivantes, mais qui ont énormément de mal à parler. Et puis c'est un pays dévasté. Et donc les regards du monde entier vont se tourner vers ces camps, parce qu'au moins il y a juste la parole. Et donc on va leur donner le micro, on va leur tendre le micro. Et dans les camps, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Les extrémistes, ceux qui ont fomenté le génocide, ceux qui l'ont construit, vont développer un discours de négation, vont essayer de renverser la causalité des événements, et vont dire « c'est nous les victimes » dans les camps. Et ils peuvent le dire, ça marche devant les caméras du monde entier, pas parce que on a faim, on a soif, nous sommes dans la misère, c'est ce qu'ils vont dire, et c'est nous qui sommes en train de mourir, et lors de toute cette marche, nous sommes morts. Et
ils peuvent le dire, ils parlent. Et à côté, au Rwanda, il y a très peu de gens qui peuvent parler, parce que le génocide est passé par là. Et donc on a un déséquilibre absolument incroyable de la parole. C'est donc des gens qui se posent en victime tout en faisant un trait sur ce qui venait de se passer en face au Rwanda et leurs responsabilités. Mais avant peut-être d'aller un peu plus loin, il y a déjà dans vos... ces gens, ces 2 millions de personnes, ils n'arrivent pas au Congo par hasard. Il y a tout un protocole. Vous décrivez tout un protocole, un corridor dit humanitaire. Déjà, vous allez nous dire, parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette appellation humanitaire, c'est un corridor organisé par la France. Donc, c'est des choses à travers l'opération turquoise que vous avez déjà vécue dans la partie des Kibuye. Nous sommes vers le sud-ouest du Rwanda. Ah oui, ces gens-là, ces 2 millions de personnes-là, n'arrivent pas par hasard au Zaïre, au Congo. C'est quelque chose, c'est un mouvement qui est organisé par l'appareil du génocide, par les responsables du génocide. Comment l'organise-t-il? Avec Radio Mille Collines, qui leur donne l'instruction de partir vers le Congo, de fuir vers le Congo. L'armée d'Abiyarimana fuit vers le Congo sur ordre. C'est un exil qui est organisé, provoqué. Il s'agit, et c'est ce qui est dit dès ce moment-là, il s'agit de préparer la suite. C'est-à-dire, c'est une défaite, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous allons la poursuivre, mais du Zaïre, du Congo, pour, et c'est les mots qui sont utilisés à l'époque, finir le travail, finir le génocide. C'est une défaite, mais la guerre n'est pas finie. Et pour pouvoir poursuivre cette guerre, cet appareil du génocide emporte une population civile la plus importante possible avec lui, pour se protéger, parce que cette population civile va être son bouclier. Va être aussi, s'ils arrivent à reprendre la main sur l'idéologie de cette population, ça va être aussi l'arme qui va permettre la reconquête. Mais dans ces civils, il y a des assassins, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens aussi qui sont restés passifs pendant le génocide. Donc, passif, ça veut dire, c'est quand même aussi un soutien un peu tacite, et puis aussi des gens qui se sont retrouvés emportés là sans savoir ce qui se passait. Et on va trouver, bon, c'est essentiellement une population Hutu, mais on trouve aussi des Tutsis, parce qu'à l'époque, tout bouge, tout va très vite. Et lorsque les Français interviennent pendant l'opération turquoise, ils vont créer dans un premier temps ce qui va être appelé une zone humanitaire de sûreté dans le sud-ouest du Rwanda. Moi, j'appelle pas ça une zone de sécurité, j'appelle ça un protectorat français. Des chercheurs, des écrivains qui ont publié, des journalistes qui ont sorti plusieurs publications sur le Rwanda et notamment les génocides commis contre les Tutsis, qui ont voulu en savoir un peu plus sur votre ouvrage La Traversée. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur quelques-unes des questions que vous allez nous faire plaisir de répondre. On va suivre ces questions et puis on revient avec les réponses de Patrick de Saint-Exupéry. En élargissant l'angle qui vaut pour vous deux, je dirais, c'est que ton travail, Patrick, et aussi de l'éditeur, et ce que ça nous amène dans l'actualité aujourd'hui, jette un pavé dans la mare de cette image de mission civilisatrice que l'Occident s'est donnée depuis 500 ans, pratiquement. Et évidemment, ce qui s'est passé en 1994 et l'après 1994, et ce que vous mettez en exergue, et toutes les je dirais les pierres que vous recevez en faisant cela, donc remet en question cette image. Je veux dire, est-ce que justement tout ça aussi, ça ne fait pas partie des problèmes que vous encourez? Et est-ce que ça passe? Est-ce que la jeunesse, justement, peut se pencher à un certain moment de se demander, est-ce que au fond on est qui on est?
C'était une excellente question. Et oui, je crois que ça passe, que les temps sont mûrs, que la jeunesse, mais en France comme au Rwanda, est d'une immense curiosité. Et que l'histoire n'est pas quelque chose qui se transmet de manière automatique. C'est pas un héritage comme ça qui tombe du ciel et sur les épaules des uns et des autres. Ensuite, ça ne bouge plus. L'histoire demande à être questionnée, demande à être interrogée de manière honnête. Et sur cette idée entre guillemets, de mission civilisatrice de l'Europe, on constate quand même que depuis de nombreuses années, il y a des vraies remises en cause et il y a des vraies interrogations aussi. À un moment donné, dans la traversée, je cite juste un petit extrait. Je suis dans un train entre Kisangani et Ubundu, et puis ça va très lentement, et donc j'écoute un podcast que j'avais sur mon téléphone, qui est une émission historique à la radio française, et le commentateur parle à l'époque des croisés, donc des chrétiens qui allaient libérer l'Orient. Voilà, de l'islam. À l'époque des croisés, les chevaliers croisés avaient le droit, étaient cannibales, étaient anthropophages. Pourquoi? Parce que leur ennemi, les musulmans, étaient considérés comme des infidèles. Donc ils n'étaient pas des hommes. Donc, si on mangeait le corps des ennemis, il n'y avait pas de crime puisque ça n'était pas des hommes. On pouvait manger le corps des ennemis. Et j'entendais ça en plein cœur du Congo, qui est un endroit un peu énormément mythifié dans l'histoire, le cœur des ténèbres, enfin Conrad, etc. Et puis Dieu sait que dans l'imaginaire occidental, européen, l'histoire d'anthropophagie, de cannibalisme sur l'Afrique, ça court de manière totalement considérée. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable. Nous avons été cannibales de manière autorisée. Et je m'interroge, et ça tient en une ligne, où à ce moment-là, dans ce train un peu perdu au fin fond du Congo, où était la civilisation? Et je crois que nous sommes rentrés dans ce moment, peut-être, enfin je l'espère, de l'histoire, où on va commencer à pouvoir déconstruire un certain nombre de choses, d'idées, non pas pour simplement les adapter au monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est n'est plus le monde du 19e ou du 20e siècle. Nous sommes dans une autre époque, dans une époque mondialisée, dans une époque interconnectée, et toutes ces facilités de pensée, toutes ces réductions à des caricatures, la vie est en train de les éclater. On va suivre un autre intervenant qui vous a posé la question, et puis on revient une fois de plus. Démographiquement parlant maintenant, on n'est pas les chiffres, mais je crois qu'il y a une grande majorité qui sont nés après 94, donc la jeunesse. Et en même temps, je me demandais, malheureusement dans la diaspora, il y a aussi une partie de la jeunesse il y a un certain groupe qui font partie d'une fraction, je dirais, négationniste. Il y a notamment Jambo News en Belgique. Et je me demandais, qu'est-ce que vous pensez quand on ne va pas réinventer la roue, on voit comment les communautés arméniennes, les communautés juives et d'autres communautés ont dû continuer ce combat, maintenant passer le flambeau à leurs enfants. Comment vous croyez que nous maintenant, Rwandais, au Rwanda, Rwandais, dans la diaspora, quels seraient des outils qu'on peut soit emprunter des diasporas qui ont connu aussi les génocides arméniennes, juives, pour continuer ce combat? Parce que maintenant, de plus en plus de gens ont un détachement, entre guillemets, de soit je n'y étais pas, ou les négationnistes, c'est ceux qu'ils ont entendus à la maison, c'est ceux que leurs parents leur ont dit, et encore une fois, ils n'ont pas ces faits, donc eux, ceux qu'ils entendent, ils répètent, et ils sont très instruits. C'est pas juste des gens qui disent, ils documentent, ils ont une manière de vraiment faire une révision de l'histoire. Et je me dis, ces négationnistes, face à peut-être vous ici dans la salle, mes aînés, vous avez vraiment des choses concrètes parce que vous y étiez. Mais maintenant, nous, la jeunesse, si on n'y était pas vraiment, le combat devient de plus en plus abstrait. Donc je me demande, quels seraient, vous pensez, les outils que la jeunesse rwandaise au Rwanda et en dehors du Rwanda devrait utiliser pour vraiment être un rempart face à cette jeunesse, malheureusement aussi, qui emprunte cette voie négationniste? Peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais bien que vous puissiez l'amener avec un des passages dans votre ouvrage La Traversée. Il y a, à un certain moment, vous parlez d'une certaine, là je cite,
Je n'ai jamais vu autant de haine. Là, nous sommes au Zaïre, dans le camp des réfugiés au Zaïre. Nous avons le gouvernement génocidaire qui ne ressent pas le remords de ce qui vient de se passer au Rwanda, mais en regardant les gens, vous avez lu sur leur visage la haine, et une haine que vous décrivez être profonde. Est-ce que, déjà, si je dois faire allusion à la question qui vient de vous être posée, cette haine a pu se transmettre 27 ans après, 30 ans après, aujourd'hui? C'est cette haine que vous voyez se manifester même chez les plus jeunes qui n'ont pas vécu forcément cette époque? Alors cette haine, je la vois se transmettre au Congo d'abord. Parce que c'est ce que vont me dire des Congolais quand je vais traverser, après avoir fait la traversée du Rwanda, je vais poursuivre sur le Congo et je vais les interroger, parce que sur toute la région du Kivu, la jeunesse au Kivu est parfois un peu dans les mêmes interrogations que celle du Rwanda, d'essayer de comprendre une histoire qui ne lui appartient pas, qui s'est déjà écrite et à laquelle elle n'a pas participé. Et à un moment donné, à Goma, je croise une jeune femme qui est née en 94, voilà, comme ce jeune homme qui pose cette question et qui m'explique un peu et qui me dit, mais c'est comme un virus. Cette haine, on nous l'a donnée comme un virus. Je suis né dedans et plus je travaille, plus j'essaye de comprendre, c'est comme un virus. Et cette idée et pour essayer de le comprendre, elle va interroger dans les prisons des soldats congolais accusés d'un certain nombre de choses, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'essayer de comprendre le monde dans lequel elle est née. Et cette haine, effectivement, a été inoculée comme un virus dans le Congo, où elle a été transmise. Et ça, c'est une maladie. Et il faut vraiment le prendre comme une maladie. Et ce n'est pas le cas de la diaspora en exil, parce que on est loin des lieux, des événements. Donc en exil, c'est un discours plus intellectualisé, plus travaillé. Ce n'est pas un discours de contamination comme ça, direct par la violence, c'est un discours de contaminé par une représentation fausse, imaginaire, biaisé, trafiqué de la trame des événements. Et donc, effectivement, le jeune homme qui pose la question a raison. C'est un combat extrêmement compliqué parce qu'il oblige à être plus intelligent que son adversaire. Et une des meilleures armes, c'est ce que je répondais, mais une des meilleures armes, je crois, qui puisse exister pour répondre à cela, c'est d'inviter, dans la mesure du possible, petit à petit, ces jeunes négationnistes, enfin les héritiers de ce discours, à venir au Rwanda. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et vous construisez un monde imaginaire parce que vous entendez votre famille dire ceci, raconter cela. Et on vous construit un monde complètement artificiel. Et vous êtes leur enfant, vous les croyez, ils sont proches de vous. Mais en même temps, pour faire saisir que c'est un monde artificiel, la réalité, il faut se confronter à la réalité. Donc il faut à un moment donné qu'ils puissent, dans l'absolu, venir discuter ici. De la même manière que lorsque on essaye de construire cette idée d'un double génocide, où à un moment, vous le mentionniez, je doutais, je vacillais, je me disais, mais j'en sais rien, je voyais de plus en plus d'intellectuels, de chercheurs, de personnalités politiques accréditer cette thèse-là. Je me disais, mais est-ce que je me serais trompé? Vous êtes, malgré toutes les connaissances que vous aviez sur le Rwanda et la grande région, vous vous êtes remis en question? Mais je ne suis pas omniscient, je ne sais pas tout. Je sais ce que j'ai vu, je sais les mots que j'entends, je sais un certain nombre de choses, mais je ne sais pas tout. Et tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Il n'y a pas de personne qui ne se trompe jamais. Et donc, à force d'entendre répéter ce discours martelé par des personnalités extrêmement différentes, extrêmement affirmatives, qui proclament « voilà ce qui s'est passé », je me suis dit « mais non, c'est pas possible, il y a quelque chose. » Donc, je vais y aller. Et je vais voir sur le terrain, confronter aux faits. Et lorsqu'on va se confronter aux faits, la réalité s'impose. Et là, on sort de toutes les représentations pour être dans la réalité. Et la réalité dit des choses. Et la réalité dit quelque chose qui n'est pas discutable. Il y a eu un génocide. Le génocide des Tutsis. Le seul. Au Congo, il s'est produit
une tragédie, ça a été extrêmement difficile, il y a eu des morts, il y a eu des massacres, bien sûr, oui, il y a eu beaucoup de douleurs au Congo. Mais ce n'est pas un génocide, c'était une guerre. Et on n'a pas le droit de mélanger les choses comme ça. Dans votre ouvrage, La Traversée, on vous sent investi d'une mission de lever l'équivoque par rapport à ces appellations ou à cette appellation, à cette double théorie du génocide. Pourquoi vous vous dites aujourd'hui, on n'a pas que les anciens génocidaires, les anciens responsables au Rwanda? Patrick, on voit même des journalistes, je vais citer certains d'entre eux, comme Judy Rivers, qui dit avoir été au Congo, interrogé, notamment à Kisangani, où elle a été. Tout à l'heure, vous avez évoqué votre passage entre Kisangani et Ubundu. Elle a été dans cette région, mais elle ne cite pas beaucoup la partie du Nord Kivu, à Goma, où vous pointez du doigt comme le socle même de la suite des événements au Congo, cette haine, notamment dans les camps des réfugiés. Vous vous dites, comment expliquer qu'on a aujourd'hui les défenseurs de cette théorie du double génocide qui ne sont pas rwandais, des gens comme Charles Onana, qui n'ont pas forcément une histoire avec le Rwanda? Pourquoi toute cette mobilisation? Qu'est-ce qui mobilise ou qui mobilise toutes ces personnes pour mettre en avant ces théories? C'est compliqué comme question. C'est très compliqué comme question. La réponse à cette question, en tout cas, parce que la première chose qui est compliquée, c'est d'abord de ne pas porter d'intention aux gens. Parce que lorsqu'on rentre dans le discours d'intention, ça devient une discussion absolument impossible. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ces gens-là tiennent leur discours. Mais je sais que ce n'est pas un discours de vérité, que ce n'est pas un discours sur les faits, que ce sont à chaque fois des constructions, que ce sont des gens qui... Vous savez, un génocide, ça provoque une première réaction immédiate, chez tout le monde, chez ceux qui regardent, pas les principaux concernés, hein, les observateurs. Mais dans les observateurs autour. Ça provoque une réaction, mais qui est partagée et qui est profondément humaine. Et la première réaction face à un génocide, c'est « je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire ». Parce que un génocide oblige, si on veut essayer de comprendre un peu, de rentrer dans sa logique, ça oblige à remettre en cause toute son humanité. On est obligé de se déshabiller. On n'a plus de peau, on n'a plus de nerfs, on n'a plus qu'une colonne vertébrale. Et c'est à ce prix-là qu'on peut comprendre ce qu'est la mécanique du génocide. Et personne n'a envie de faire cet effort. Personne n'a envie de se priver d'humanité. Et donc, on est d'abord, dans un premier temps, sur une attitude de refus, qui est humaine, naturelle, normale, qu'on ne peut pas critiquer. Et j'avais été, vous voyez, extrêmement frappé. J'avais accompagné, il y a assez longtemps, il y a 10-15 ans, une délégation de jeunes juifs venus au Rwanda, et qui avaient fait le tour du pays et qui portaient leur histoire, donc qui connaissaient les ressorts, les mécanismes et les ressorts du génocide. Et à un moment, j'avais été très frappé parce qu'un de ces jeunes, c'était des jeunes extrêmement cultivés, éduqués, s'était effondré dans le minibus qui nous transportait, avec ces mots « je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire ». Et lorsqu'il disait cela, il ne disait pas que ça n'avait pas existé, il disait que ça l'était impossible, qu'il ne pouvait pas, parce que ça le remettait trop en cause, son humanité. Voilà, et après, bien entendu, il l'acceptait. Mais ces mots-là, dans l'histoire, avaient déjà été prononcés. Lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs envoient un émissaire auprès de l'administration américaine pour raconter ce qui se passe dans les camps de concentration et d'extermination, le représentant des groupes de Juifs européens rencontre le secrétaire d'État de Roosevelt, lui expose, et le secrétaire d'État de Roosevelt lui dit « je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire ». Donc on voit bien que ces mots-là sont des marqueurs de la réalité d'un génocide. Ces mots qui peuvent apparaître comme un déni, en fait, viennent marquer la réalité de cet événement qui nous engloutit, en fait. Il nous engloutit littéralement. Et voilà, ça c'est un des premiers ressorts involontaires du négationnisme. Et
et ces gens dont vous parlez rentrent dans cette logique-là, mais pas parce que cette question, je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire, on peut y répondre honnêtement. Mais on peut aussi être malhonnête dans la réponse à la question. Et ces gens-là vont, à mon sens, choisir une voie malhonnête. C'est-à-dire qu'ils vont réarranger les faits, ils vont rentrer dans des constructions intellectuelles, ils ne vont pas essayer de se confronter à la réalité des faits. Et donc on rentre dans un univers un peu surréaliste où tout devient possible, fantasmatique, où l'on en arrive à dire des choses absolument incroyables. Les Tutsis se seraient auto-génocidés. Et on dit que c'est extrêmement logique, et puis on affirme ça avec une force, etc., avec une provocation complète, sans se rendre compte de l'indécence du propos. Et derrière, des pays, des États qui se sentent gênés d'avoir été passifs à l'époque, au mieux, et parfois d'avoir été aux côtés des hommes du génocide. C'est le cas de la France, qui a été aux côtés des hommes du génocide. Des appareils d'État vont se dire c'est une opportunité pour éviter de nous poser la question de nos responsabilités. Et on va voir des hommes d'État comme Hubert Védrine, qui a été secrétaire général à l'Élysée, ou d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, qui vont embrayer sur ce discours du double génocide et qui vont essayer de lui donner une publicité et qui vont l'accréditer parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on regarde la réalité de ce qui s'est passé. Et ces propagandistes dont vous parliez rentrent dans ce jeu et puis ils trouvent un certain intérêt, lequel je n'en sais rien, je n'irai même pas leur poser la question, parce que moi quand je lis leurs ouvrages, je suis simplement effondré du manque de curiosité, de ne pas aller se confronter à la réalité des choses. Ces gens-là, est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils interrogent? Non, ils se contentent de répéter des affirmations complètement gratuites et ils rentrent dans un jeu, à mon sens, qu'ils ne maîtrisent même pas. On va prendre d'autres personnes qui ont posé des questions pertinentes sur votre ouvrage La Traversée pour en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants. Souvent, quand je parle de la relation France-Afrique, j'aime mentionner le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile dans la manifestation des faits qui sont passés ici et de ce que la France a fait ici. Mais quand je dis ça, en général, j'ai vraiment en tête Patrick. La série d'articles qui est sortie en 98 était un tonnerre pour moi. Je n'en revenais pas. Je lisais un, le jour d'après j'en lisais un autre, je dis mais c'est quoi ça? Voilà. En plus, comment on appelle ça là, publié dans un grand journal comme Le Figaro, avec un nom Saint-Exupéry. Bon, je t'ai jamais demandé si tu étais apparenté à Antoine, mais tout ça m'a apporté une aura. Je dis mais c'est quoi ça? Voilà. Et donc je pense que l'hommage était tout à fait mérité et je voudrais, si je peux, l'appuyer aussi. Maintenant, par rapport à la question du nombre des interviews ou des personnes qui sont interviewées dans le livre que tu as produit, je pense qu'il ne faut pas faire du quantitativiste étroit. Même les travaux de sciences politiques reconnaissent l'importance de témoins de qualité profondément imprégnés par le contexte dans lequel ces personnes-là s'expriment. Et on peut avoir des bouquins qui sont tout à fait rigoureux et tout à fait convaincants avec 5 témoins. Mais si ce sont des témoins capitaux, il vaut mieux avoir 5 témoins que 200 qui disent des choses dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Je dois quand même te poser une question. Le jeune homme ici a parlé de nouvelle génération. Et moi, personnellement aussi, je suis assez sensible à la question de génération. Pas tellement par rapport au grand public, mais par rapport aux leaders d'opinion. Et ce que je vois, mais c'est surtout par rapport au monde anglo-saxon, c'est qu'il y a clairement un passage de génération. Ça veut dire que les journalistes, les chercheurs qui ont travaillé sur le génocide à l'époque du génocide ou juste après le génocide ont une sensibilité par rapport à ce qui s'est passé que les nouvelles générations n'ont pas. Et la question que je me posais, c'est de savoir en France, est-ce que tu penses qu'il y a une relève
au niveau des chercheurs et des journalistes en particulier, qui sont ton domaine privilégié, pour reprendre un petit peu cette sensibilité par rapport à la réalité des faits de 1994. Voyez-vous les choses, vous pouvez un peu éclaircir les choses. Aujourd'hui, les choses avancent. 27 ans après, presque 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis, le débat a-t-il évolué en France par rapport à cette question? Ah oui, très nettement, très nettement. Je me souviens, lors de mes premiers ouvrages, j'étais voué aux gémonies, traité d'hérétique, enfin, beaucoup de gens ne comprenaient pas, quoi. On me traitait un peu de tous les noms, pas forcément méchamment, mais parfois méchamment aussi. Mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis le rapport Duclerc, qui redit le rapport Duclerc rendu par le gouvernement français, ce travail sur la base des archives en France, qui redit un certain nombre de choses que l'on connaissait déjà, qui en précise d'autres, est un moment important, dans le sens où une parole qui était jusqu'ici tenue comme contestataire devient une parole officielle. Et ça change tout. En tout cas, ça change beaucoup, parce que ça implique que l'État français reconnaît, je ne vais pas résumer à nouveau le rapport Duclerc, mais enfin la responsabilité lourde et accablante. Voilà, je crois que tout est dit. Après, c'est justifié, il y a beaucoup d'éléments qui viennent à l'appui de ça, une partie que l'on connaissait, quelques révélations relativement peu, mais qu'importe, c'est pas le fond. L'objet n'était pas de révéler des choses, l'objet c'était de confirmer ou d'infirmer des choses. Et là, c'est clair, les choses sont dites clairement. Donc ça, c'est un premier point, symboliquement, extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu effectivement des engagements pris par l'État français pour développer des financements de travaux universitaires, pour développer toute une partie de la recherche. Et ces engagements-là ont été pris par l'État français de manière ferme. Donc, il y a eu, et puis le troisième point, c'est que lorsque une vérité est officiellement admise, elle entraîne aussi un certain nombre d'interrogations et d'envie de compréhension. Parce que il y a quand même un peu de deux faces. Il y a la question du génocide en lui-même, comment il a été rendu possible, comment il s'est construit, et tout cela. Mais il y a aussi comment un État comme la France, ou des responsables d'État français, ont-ils pu en venir à participer en toute inconscience à la construction de cette mécanique. Et l'on voit un certain nombre de travers institutionnels français extrêmement important, mise en cause dans le rapport Duclerc. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois sur les études historiques et aussi sur les études politiques par rapport à la politique française et à l'institution française. Et c'est une histoire, et je crois, moi, que les jeunes générations vont s'en emparer, parce qu'elle nous interroge aussi en tant que Français. Ce qu'a fait la France, ou en tout cas ce qu'ont fait un certain nombre d'hommes d'État français, de responsables politiques français, est indigne de la France. Parlant de cette responsabilité, dans vos ouvrages précédents, notamment L'Inavouable, et puis après vous êtes arrivé avec Les Complices de l'Inavouable, où vous citez plusieurs noms des responsables de l'époque, des responsables politiques, des responsables militaires qui sont cités dans ces ouvrages. C'est tout un tas d'arguments et de précisions pour montrer les responsabilités des uns des autres. Déjà, également le côté financement du gouvernement génocidaire que vous mentionnez dans vos œuvres. Mais dans l'ouvrage La Traversée, il y a quelque chose de très important que vous dites. La France a financé le génocide au Rwanda, mais la France a également aidé la communauté internationale à financer le gouvernement génocidaire dans les camps des réfugiés. Oui. C'est dans votre ouvrage. Oui, non. C'est simple, un certain nombre de... Je vais le formuler très simplement, parce qu'un certain nombre de responsables de l'État français ont collaboré avec l'appareil du génocide, avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Et la partie, et l'histoire
congolaise, ces années 1996-1997, où l'on voit qui est un peu la scène de théâtre, où l'on crée cette espèce de fantasmagorie du deuxième génocide, Paris est toujours actif. Paris est toujours à l'appui des extrémistes qui ont conçu le génocide. Et Paris est non seulement à l'appui des extrémistes qui ont conçu le génocide, mais aussi à l'appui du maréchal Mobutu, qui est l'allié de ces extrémistes du génocide. Et donc, le rôle de la France ne disparaît pas à la fin 1994. Il se poursuit dans le temps. Et il va se poursuivre encore dans le temps au travers du déni. Lorsque, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais lorsqu'un homme comme Hubert Védrine poursuit ce discours du double génocide, essaye de l'accréditer, cite tous les auteurs négationnistes sur les plateaux de télévision en disant voilà, ce sont des sommités, des références, c'est eux qui disent la réalité, les bras vous en tombent. Et cette continuité dans le temps est absolument stupéfiante. Et là, je parle pour moi, mais je pense ne pas être le seul dans cette position-là. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le Rwanda, de Français, qui se sont engagés, qui ont voulu dire un certain nombre de choses. Et puis, quand je disais tout à l'heure que cette politique-là est indigne, je ne pense pas être le seul en France à défendre ce point de vue. Je pense que les Français, eux, on ne leur a pas dit. C'était une politique secrète. On leur a caché tout cet engagement. Et ils sont en train de réaliser ce qui s'est passé. Ils ne seront pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ça n'est pas possible. C'est un État qui est devenu fou. C'est un appareil d'État. C'est l'Élysée qui est rentré dans une politique complètement folle et incontrôlée. C'est ça la réalité des choses. Et lorsqu'on le formule comme ça nous interroge, nous, Français, mais comment avons-nous pu laisser cet État partir dans cette dérive sans même le savoir? Nous sommes un pays ancien avec une longue histoire et nous avons failli. Il faut le dire très simplement, nous avons failli. Et on ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas les erreurs, si on ne reconnaît pas la faillite. Vous vous dites également que tout ce qu'on connaît 27 ans après, c'est parce qu'il y a des gens comme Hubert Védrine qui ne veulent pas regarder la réalité en face ou qui orchestrent des choses pour empêcher même à ceux-là qui veulent prendre du courage pour dire la vérité. Est-ce que ça va avancer tant que cette attitude est observée chez eux? Alors, en réalité, le nom qui revient le plus souvent, c'est François Mitterrand. Simplement, François Mitterrand est mort et Hubert Védrine a endossé son héritage. Mais lorsque Hubert Védrine parle, il ne parle que pour défendre François Mitterrand. Donc le nom qui revient le plus souvent, c'est celui du président François Mitterrand. Mais Hubert Védrine a endossé cet héritage. Et ça l'a conduit à prendre des positions absolument surréalistes. Et il faut bien comprendre que Hubert Védrine n'a pas de légitimité, au sens où cet homme-là est un apparatchik. C'est un apparatchik de l'appareil d'État, mais il n'a jamais été élu en France. Il ne s'est jamais présenté à un scrutin. C'est un pur technocrate, un apparatchik de l'appareil d'État, jamais élu. Voilà. Donc, Hubert Védrine a pris les positions qu'il a prises, qui sont celles du déni absolu de la réalité des faits. C'est un homme d'appareil, c'est un homme... Mais là, aujourd'hui, il est dans une position très compliquée, parce qu'il essaye de dire que le rapport Duclerc le dédouane, alors qu'en fait, non, le rapport Duclerc l'enfonce complètement. Il essaye à nouveau de faire vivre une fiction. Le rapport Duclerc dit qu'il ne s'est rien passé, mais non, il s'est passé plein de choses. Et l'appareil d'État dont vous étiez responsable, parce que secrétaire général du gouvernement, on est responsable quand même du fonctionnement. Cet appareil d'État n'a pas fonctionné. C'est par lui que tous les dossiers passaient quand même. Absolument. Secrétaire général à l'Élysée. Mais évidemment, il était la courroie de transmission obligatoire. Mais, si vous voulez, nous en sommes, après 27 ans, qui ont été compliqués parfois, la vérité est établie. La vérité des faits est établie. Lorsqu'on entend responsabilité lourde et accablante, quelque part, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on arrive au constat de la vérité des faits. Mais il manque encore une part. Laquelle, Patrick? La justice. Établir la vérité des faits, ça n'est pas encore parce que la justice.
Là-dessus, peut-être vous avancez sur l'une de mes dernières questions. Il y a eu le rapport Duclerc qui est sorti et quelques semaines après, on a eu le rapport Muse qui était sorti du côté du Rwanda. Et les deux rapports vont dans le même sens pour dire que enfin, les gens voient les choses dans une même direction. Est-ce que les responsables ne vont pas se cacher à la limite derrière des rapports en oubliant que s'il y a responsabilité, c'est que des gens doivent répondre? Bien sûr que les responsables vont essayer de se cacher, de se défausser, de gagner du temps. Bien sûr, mais d'abord, il y a une première chose, c'est que le crime de génocide est imprescriptible. Imprescriptible. C'est-à-dire qu'il peut se passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, la justice peut toujours être rendue. C'est quand même un point essentiel. Le crime de génocide est imprescriptible, donc la complicité avec ce crime est aussi imprescriptible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je constate quand même que souvent, on a tendance à attendre des États, que ce soit les États qui, d'une certaine manière, parce que c'est plus facile, qui poussent la justice à être effectuée. Mais non, ça n'est pas... Je veux dire, sur des dossiers comme cela, ça n'est forcément, et ça ne peut être, que les sociétés civiles. Et c'est aux Français, en tout cas pour le rôle de Paris dans le génocide rwandais, c'est aux Français d'exiger de leurs responsables, de leur État, un certain nombre de choses. Et si les Français ne le font pas, c'est un échec. Mais c'est un échec pour eux. Et c'est possible qu'il n'y ait pas suffisamment de travail de la société civile. C'est possible. Nous avons eu un précédent. C'était un préfet qui avait collaboré avec l'État nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu à peu près 30 ans avant qu'il passe en jugement pour complicité de crimes de génocide. Il a fallu 30 ans. Ce préfet s'appelait Papon. C'était un homme de l'appareil d'État. Donc cette bataille pour la justice ne pouvait être livrée avant que la vérité des faits soit posée. C'est le cas aujourd'hui. Mais là, maintenant, nous rentrons dans un autre temps qui va être compliqué, qui va être long, celui de la justice. Mais cette justice-là est impérative. Même, quand bien même elle serait symbolique, il faut qu'il y ait une justice ou des mesures de justice. On ne peut pas considérer que des responsables politiques ou militaires aient pu collaborer, quand bien même au nom de l'aveuglement ou d'excuses un petit peu discutables, et que ça ne mérite pas une sanction à un moment donné, même si elle est symbolique, mais il faut dire les choses, et les choses doivent être posées. C'est un impératif pour tout le monde. L'auteur, c'est Patrick de Saint-Exupéry. L'ouvrage, c'est La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique. C'est un ouvrage, un reportage fascinant, une odyssée au cœur de l'Afrique qui revient notamment sur les étapes émouvantes, savoureuses, romanesques et des témoins qui parlent. Et Patrick de Saint-Exupéry n'est pas à sa première publication parce qu'il a écrit plusieurs autres ouvrages sur le Rwanda, que ce soit l'inavouable, les complices de l'inavouable, mais avec d'autres articles qu'il a publiés, notamment lors du génocide commis contre les Tutsis, principalement dans le journal Le Figaro. Merci Patrick de Saint-Exupéry d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter. 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 Intéressées à l'écouter.